Bonjour à toutes et tous. Et donc, on va faire maintenant un petit peu de pédiatrie et reprendre l'histoire de ce CRMR Respirar. Et je pense que, alors la pédiatrie, elle fait partie de ces spécialités qui ont eu une évolution absolument spectaculaire dans les 20 dernières années, avec notamment la structuration de toutes les surspécialités pédiatriques, hein, avec pneumologie pédiatrique et neurologie pédiatrique et immunologie pédiatrique. Et ça, c'est un phénomène qui est assez récent quand même. Et je pense que la politique maladies rares a permis, a facilité la structuration de ces surspécialités qui ont été pour les enfants une source de progrès absolument considérable, à la fois dans le diagnostic, dans la prise en charge et dans la découverte de traitements innovants. Alors, au tout début de l'histoire, il y a un trio, j'en suis le benjamin, et donc je voudrais surtout rendre hommage à Annick Clément, qui a été la première coordinatrice de Respirar, et Jacques Deblic, qui ont eu cette volonté très forte, et je dirais cette volonté stratégique qui était au départ basée sur quelque chose qui était de ne pas segmenter la pneumologie pédiatrique. La pneumologie pédiatrique était à sa naissance et l'idée de faire, tiens, si on se partageait, tu fais les pathologies interstitielles, je fais les bronchopathies, et puis on va trouver quelqu'un qui fait les anomalies du développement, n'a pas été leur choix. Et je pense que 20 ans plus tard, on peut dire que c'est un très bon choix d'avoir eu cette volonté de faire monter les équipes sur un ensemble de pathologies et donc de bâtir Respirar sur le regroupement de l'ensemble des maladies rares respiratoires de l'enfant. Et puis, il y a eu cette volonté qui était que il faut qu'on travaille ensemble. Ça n'a peut-être pas été toujours facile dans les années d'avant, mais aujourd'hui, nous avons la mission, nous, de travailler ensemble et de faire monter notre spécialité pédiatrique pour les enfants que nous avons en charge. Et puis, il y avait, je pense comme pour tous les autres CRMR, cette volonté de dire, il est absolument indispensable d'associer de la recherche à la prise en charge des enfants avec maladies rares. Alors, je pense que cette politique a été non seulement productive, mais on voit bien lors de la dernière labellisation, et je pense que Respirar est comme les deux autres CRMR de Respifil, l'image de cette structuration réussie, avec aujourd'hui 7 CRMR, dont 3 hors Île-de-France, et puis une augmentation également du nombre de centres de compétences, dont 2 dans les DOM-TOM à l'île de la Réunion. Et vous voyez que la recherche aussi a accompagné ce développement, puisque j'ai tout bêtement regardé quelles étaient les publications qui mentionnaient Respirar. Eh bien, vous voyez qu'il y a quand même une montée assez exponentielle du nombre de publications labellisées Respirar depuis la naissance 2006 jusqu'à l'année actuelle. Alors, comment cette progression de Respirar s'est faite? Alors, il y a eu au départ la volonté très ferme de dire il faut qu'on mette ensemble nos données. Et puis, ces données ont permis un certain nombre d'évaluations rétrospectives sur ces maladies rares pédiatriques. Et à partir, et c'est une étape qui, avec le recul, apparaît en fait très importante, parce que ces évaluations rétrospectives ont permis de mettre en place des études prospectives financées, basées sur des bonnes questions, soit physiopathologiques ou thérapeutiques. Et clairement, cette démarche a permis une amélioration significative, non seulement de l'information qu'on pouvait donner aux parents, ce qui est en soi déjà très important, mais de la prise en charge également des enfants. Et on va le voir, je vais vous donner quelques exemples. On aboutit aujourd'hui à des réels traitements innovants qui ont transformé le pronostic des enfants, et des parcours de soins pédiatriques pour des expertises très rares qui vont concerner des files actives extrêmement faibles, hein. Une des particularités de la pédiatrie, c'est que nous n'avons pas les files actives que vous avez en pathologie adulte. Il y a
des enfants pour lesquels il y a 5-6 enfants qui sont concernés, qui vont demander des expertises extrêmement rares. Alors j'ai sélectionné 4 exemples de progrès dans les 20 dernières années. La première, elle concerne la dyskinésie ciliaire primitive, qui était peut-être la pathologie au départ qui était la plus structurée et qui a bénéficié d'une recherche génétique extrêmement dynamique avec, notamment dans le laboratoire de Trousseau, plus de 10 gènes de DCP qui ont été mis en évidence, une compréhension des processus de ciliogénèse et les médecins qui travaillaient autour de cette maladie ont eu d'emblée la volonté d'avoir un rôle moteur dans les réseaux européens. Et ceci a permis, grâce à ces collaborations européennes, d'aboutir à des progrès absolument majeurs dans les associations génotype-phénotype et pas uniquement sur les aspects respiratoires de la maladie. Par exemple, il y a eu les travaux de Bernard Metz sur la fertilité ou les travaux de Jean-François Papon sur toutes les atteintes ORL et une standardisation des explorations nécessaires pour la prise en charge de cette maladie. Et puis, on va y revenir après, des algorithmes diagnostiques qui découlent de ces résultats, avec notamment le PNDS. Deuxième exemple, c'est les PID pédiatriques. Là, clairement, le registre de données respiraires a permis une compréhension de ce qu'étaient les pathologies interstitielles pédiatriques beaucoup plus importantes. Nadia a beaucoup contribué à l'exploitation de ces données et chaque fois que Nadia propose une publication sur ce sujet, elle est toujours accueillie assez favorablement dans les bonnes revues. Et encore récemment, il y a eu ce travail sur l'épidémiologie qui nous fait beaucoup mieux comprendre les spécificités pédiatriques de cette approche. Et puis, il y a eu vraiment des avancées considérables en termes de thérapeutique, là encore grâce à la génétique, et ce sont surtout les travaux d'Alice Hatchwell à Necker, avec la découverte du gène responsable de la protéinose alvéolaire congénitale, qui aboutit en très peu d'années à un traitement absolument révolutionnaire qui a transformé le pronostic de ces enfants, qui aujourd'hui permet de faire passer cette maladie de 40% de mortalité à 0% de mortalité. Donc on peut voir quand même, grâce au CRMR et à sa construction, les progrès considérables qui ont été apportés aux enfants. Troisième exemple, c'est tout ce qui concerne les malformations pulmonaires, puisque le CRMR a permis la construction de la première cohorte qui existe dans le monde prospective de ces malformations. Et ceci a été possible grâce à une collaboration très étroite et très fructueuse avec les autres spécialités concernées, c'est-à-dire tout ce qui concernait le diagnostic prénatal avec nos collègues obstétriciens, nos collègues chirurgiens, mais également nos collègues anatomopathologistes. Et donc, cette cohorte, qui a été vraiment un très gros succès grâce à cette collaboration multidisciplinaire, elle a apporté des progrès absolument majeurs pour les couples concernés par ce diagnostic prénatal, avec aujourd'hui une information complètement validée et qui permet de donner au couple une information très précise, d'une part sur l'évolution au cours de la grossesse, d'autre part sur où est-ce qu'ils vont pouvoir accoucher en fonction du risque de détresse respiratoire néonatale, sur les complications postnatales, et puis au final, ce qui n'est pas complètement négligeable, sur les malformations qui sont réellement à risque potentiel de carcinogénèse dans les années ultérieures. Et puis le dernier exemple que je voulais montrer, car peut-être également très significatif, c'est cette approche transversale qui a été permise autour de l'insuffisance respiratoire chronique et la mise en place à partir de tous les centres français d'un réseau national de partage d'expériences et de volonté de progresser vers une homogénéisation des pratiques. Ce réseau est animé par Brigitte Fauroux. Il est associé évidemment d'un leadership européen très fort, parce qu'on est aujourd'hui le seul pays qui a cette structuration nationale autour de l'insuffisance respiratoire chronique et des techniques de ventilation de cette insuffisance respiratoire chronique. Et je trouve assez exemplaire que dans cette collaboration de réseau, il y a cette volonté de prendre en compte tous les aspects
de ces pathologies graves de l'enfant et par exemple l'accompagnement de l'enfant gravement handicapé vers les fins de vie, vers les démarches palliatives et ce sont également des sujets qui sont très reconnus quand on les propose en publication au niveau européen. Et puis, cette réflexion a permis également le développement de programmes de transplantation pulmonaire 100% pédiatriques, parce qu'on a considéré que pour ces files actives extrêmement faibles, eh bien, il était néanmoins nécessaire de procurer aux enfants un environnement complètement pédiatrique. Alors, le CRMR Respirar a permis également, et je rejoindrai un peu ce que vous a développé Vincent, c'est-à-dire une politique d'amélioration des prises en charge grâce à la multiplication des PNDS. Il y a 13 PNDS qui sont issus de Respirar. Il y a 7 RCP qui sont spécifiquement pédiatriques et je remercie vivement la filière parce que c'est grâce à la filière qu'on a pu développer toutes ces RCP. Il y a des outils de TP qui sont désormais spécifiquement pédiatriques. Il y a des interactions avec de nombreux DU et DIU dans lesquels on intervient. Et puis surtout, il y a cette construction de parcours de soins multidisciplinaires du prénatal, parce que la pédiatrie, ça devient aussi une spécialité prénatale. On a une information à fournir dès le diagnostic prénatal de nombreuses de nos pathologies rares, jusqu'à la transition. Et on a construit avec nos collègues adultes de nombreux programmes de transition. Et puis, comme Respirar est aussi, la pathologie respiratoire est à la frontière de nombreuses autres pathologies, eh bien, on a construit des liens avec beaucoup d'autres CRMR qui nécessitent une expertise respiratoire. J'ai cité là peut-être les plus importantes en nombre, l'atrésie de l'œsophage, l'hernie de coupole, les maladies osseuses constitutionnelles, les cardiopathies congénitales, mais il y en a énormément. Et donc les perspectives, aujourd'hui, clairement, Annick a pu lancer une structuration extrêmement dynamique de Respirar. Et donc, il nous reste à continuer ce chemin pour répondre à des défis de soins qui sont de plus en plus lourds et complexes. Et la mission qu'on s'est donnée pour cette nouvelle labellisation, c'est à la fois de rester dans cette dynamique de soins et de recherche, d'avoir une expertise de soins de plus en plus exigeante, d'avancer encore dans les innovations thérapeutiques et de renforcer cette structuration européenne dont Marc nous a donné non seulement l'exemple, mais nous tire avec énormément de dynamisme pour nous ancrer dans ces réseaux européens. Voilà, je vous remercie.